la société qui les isole, qui veut la paix des ménages, et donc on en fait de véritables héros. L'anaphore évidemment de Tomber contribue à en faire une figure haute en couleur. Il faut aussi se souvenir que les fous, certains sont de véritables soldats, puisqu'on sait maintenant qu'il y a une quarantaine de morts pour la France qui sont enterrés au cimetière des indigents, et que ça pose beaucoup de questions. Et ce panégyrique, il est rendu d'autant plus sensible que ces fous se font progressivement barrer, manger par la ligne de croix, hein, vous voyez, qui gagne de plus en plus sur la page, et qui va réduire au silence la parole elle-même à la fin. Bon, très précisément, c'est une façon de rendre visuel, à l'époque, en 2016, le futur enfouissement qui ferait perdre leur voix, qui ferait perdre la mémoire, justement, de ces indigents. Voici pour Perrine Le Guirec. Éluard est dans la même volonté de redonner donc aux fous une véritable existence dans la mémoire, faire en sorte qu'on ne l'oublie pas, en faisant un véritable poème stèle. Ce poème stèle, alors c'est l'autre poème qu'il écrit à Saint-Alban, Le cimetière des fous. J'en profite peut-être juste, une petite curiosité, mais c'est intéressant. Le Monde est nul, il est daté de 1941 et il serait localisé à Sainte-Anne. Volontairement, Éluard cache le lieu même d'écriture et la date d'écriture pour évidemment ne pas donner un indice sur la localité où il écrit. Alors que dans Le cimetière des fous, bon, là on localise Asile de Saint-Alban 1943. Ça s'explique par le fait que Le cimetière des fous n'a pas été publié en temps de guerre, mais en 1945. Donc évidemment, on pouvait cette fois dévoiler sa véritable localisation. Ce poème, Le cimetière des fous, pourquoi c'est un poème stèle ? Eh bien, parce qu'il rend hommage aux fous en leur restituant une identité et en édifiant une vibrante mémoire. On le voit dès le premier vers, ce cimetière enfanté par la lune. Le lieu de mort devient lieu de naissance, et devient lieu de naissance qui fait advenir l'identité du fou avec l'astre sélénite. La lune, c'est l'envers du soleil, comme le fou est considéré comme l'envers de celui qu'on pourrait appeler le normal, avec tous les guillemets qui s'imposent. Donc cette identité, elle arrive dès le premier mot. Elle était déjà présente avant, parce que le monde est nul. Nul, vous avez fait l'anagramme, ça donne lune. C'est vraiment cette force d'inversion qui se lit dans la structure du mot lui-même, qui caractérise fondamentalement le fou et qui permet d'asseoir en quelque sorte son identité, de la dire. Cette identité qui va aussi résonner dans le vers, par exemple, « Vie de vents fous et d'esprits en ruine ». Les vents fous, c'est intéressant parce qu'effectivement ce cimetière, Saint-Alban, c'est en montagne, ça souffle beaucoup, mais les vents, c'est aussi l'âme des fous eux-mêmes qui se réveille, qui est bien présente. L'âme d'ailleurs, anima, signifie le souffle. Hein. On entend ici, oui, on entend la présence des fous qui naissent dans ce poème. Les fous qui naissent dans ce poème. Et pour aller très vite, ce poème se termine par un vers détaché. Ce cimetière est un lieu sans raison, qui a valeur de véritable épitaphe, puisque là aussi, il scelle, pour l'éternité en quelque sorte, dans ce détachement, il scelle l'identité du fou, lieu sans raison. Sans raison se prend à double sens, hein, sans raison parce que dans le premier sens, eh bien, ce n'était pas explicable qu'on les enterre à part. Hein. Le cimetière des fous à Saint-Alban, c'est uniquement pour les internés de l'asile. Et puis bien sûr, le deuxième sens, c'est l'identité même du fou qui réside dans cette négation. Comme la lune est à l'ombre du soleil, le fou est à l'ombre de la raison, c'est ce qui fonde sa propre identité. Et pour montrer à quel point ce poème est un poème stèle, eh bien, la mairie de Saint-Alban en a fait un monument commémoratif. Le poème est inscrit dans le marbre, au centre, et il est disposé de cette façon-là
typographiquement, comme des vers qui s'organisent comme autant de vagues qui vont venir toucher notre présent pour garder cette mémoire vive du fou que l'on a voulu donc effacer des mémoires en l'isolant. Donc ces deux éléments rendent service au fou si l'on veut. La poésie rend service au fou, la poésie accueille l'autre, se fait solidaire de l'autre et lui donne une mémoire éternelle. Pour si je vous montre cette plaque de marbre, c'est aussi en référence au pouvoir central de la poésie. Qu'Horace nous rappelle en latin, Aere perennius exegi monumentum, j'ai construit des monuments plus solides que les reins. C'est exactement l'idée d'une parole qui perdure pour l'éternité, gravée dans le marbre comme on le voit ici. Et bien le fou a droit à sa stèle pour l'éternité grâce à la poésie. Et l'on passe enfin à un dernier temps qui nous fait basculer du refuge de la parole poétique, du poème, à l'évasion, à la fugue, pour donner l'idée que la poésie n'enferme pas dans un asile, sinon elle reproduit l'asile. Au contraire, elle fait sortir de tout emprisonnement, à la fois le fou et aussi le poète. Alors on peut s'en rendre compte d'abord avec Patrick Beurard-Valdois, qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, qu'il faut absolument lire, mais c'est tellement vaste que ce soir je n'aurais pas eu le temps, qui fait de la poésie de l'enfermement justement une poésie de l'évasion. Donc je vous avais évoqué tout à l'heure un texte non publié qui est Lourd confinement, c'est-à-dire confinement primordial, comme il nous le dit lui-même. Puis, en 2020, il décide d'écrire ce texte lorsqu'il est confiné et qu'il se rappelle d'une autre situation de confinement qu'il a vécue lorsqu'il était en attente d'être réformé du service militaire. Il y avait une vingtaine d'années. Il a passé 3 semaines à l'isolement parce que on était en août et puis le médecin qui devait l'ausculter était en vacances, donc ça n'a pas pu se faire rapidement. Et c'est dans cet isolement qu'il naît à l'écriture. Et qu'il commence à réfléchir sur le rapport entre la cellule et la poésie. Et plus tard, donc il cite cet élément dans son fameux texte Lourd confinement, plus tard, dans un ouvrage qui s'intitule La fugue inachevée, il va véritablement théoriser ce rapport entre la poésie et l'enfermement. Je lis avec vous. La poésie serait une cellule blanchâtre équipée d'une paillasse, d'un lavabo et d'une chaise. Autrement dit, la cellule qu'on peut trouver dans un asile, d'une table écritoire et d'une fenêtre à barreaux. Au mur près de la fenêtre est accrochée une photo en noir et blanc d'une jeune femme endimanchée. Le poète est derrière les grilles. Les mots qu'il porte atteignent avec difficulté le dehors. Ils sont comme des plans d'évasion que traduit mal l'extérieur inquiet. Et là est tout le retournement, mais il faut avoir fréquenté la cellule pour mesurer la prison du dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc cette cellule qui rappelle celle de l'asile, mais surtout celle du moine, une cellule de la retraite, celle qui permet de prendre du recul. Bon, je vous accorde que la photo de la femme endimanchée, ce n'est pas une cellule monacale, c'est pas dans une cellule monacale qu'on la trouvera, mais tout le reste correspond. La photo de la femme, c'est pour la muse, évidemment. Le poète donc se retrouve dans cette cellule qui lui permet de prendre du recul et de pouvoir dire la vérité du monde. Et quelle est cette vérité? C'est que n'est pas enfermé celui qui croit. C'est bien celui qui est à l'extérieur, qui est aliéné. Récemment, j'ai entendu un diplomate, je n'ai pas retenu son nom, je n'ai pas écrit, mais qui disait notre monde ressemble à une prison de laquelle les gardiens se seraient évadés. C'est génial. Hein. Donc, c'est cette idée que on dit la vérité du dehors qui est en fait une réalité aliénante. L'aliéné n'est pas celui que l'on croit. Et le poème permet justement de se libérer de cette aliénation par ce recul sain. C'est à peu près ce que dit également Séverine Daucourt, puisque sa poésie va elle-même creuser, libérer l'individu pour le coup lui-même. En affirmant finalement que ce qui aliène
tout un chacun, c'est vraiment le propos aussi de la psychologue, c'est le fait de refouler ces névroses, de se les cacher. Le poète, comme le fou, au contraire, va les libérer. Alors je vais vous laisser savourer sa voix dans ce deuxième extrait. Ah, on signale que l'heure passe. Alors ça dure 2 minutes. C'est bon? Vous me dites, hein. La force d'anéantissement de la pensée œuvre seulement à détruire, quand le décalage, le décollage nécessaire à la création semble inatteignable. Quand écrire un poème, c'est déchiffrer, charger de sens un ensemble de fragments qui en sont a priori dénués, les rassembler, les contenir, et une fois bien ficelés, lâcher le paquet. Quand même. Le fou, celui que la communauté veut faire taire, car il évoque, comme le poète, cette part inouïe en chacun et, comme le poète, ne saurait vivre dans la prison dorée de quelque lieu d'asile que ce soit. Il leur faut à tous deux le vent du monde, c'est-à-dire la compagnie des semblables, ou plutôt de ceux qui se refusent à accepter cette partie d'eux-mêmes violemment rejetée. Elle est où la TS ? Voilà, donc cet extrait pour aller très vite, où le poète, comme le fou, révèle cette part d'inouï. Si on creuse un peu le mot, c'est le fait de dire oui à ce qui est nié, à ce in, ce préfixe de négation, et qui nous libère. Voilà, donc je galope vers la conclusion pour dire que l'intérêt du poète pour l'asile et pour la figure du fou rend compte donc d'un sens profond du lyrisme que le mythe d'Orphée a permis de déplier. Le poète est ainsi un aliéné volontaire qui abandonne le temps du poème son moi personnel pour se plonger dans le lac de l'universel, où le rejoint l'autre, ça peut être le lecteur, et ce plongeon est aussi traversé du miroir dans et par le langage. On se souvient que chez Lacan, c'est le grand autre, hein, c'est l'élément qui aliène par excellence. Cette chaîne des autres que la parole poétique tisse en chasse dans le poème une humanité riche de sa part d'ombre, mais la libère également de l'aliénation du monde. La poésie est fondamentalement parole de l'ébranlement, parole de révélation, qui dépasse les apparences, touche à la vérité. Si bien que du poète fou au philosophe, il n'y a qu'un pas, que Nietzsche franchit gaiement dans le cri du littérant de Dionysos, en s'écriant « Nur nar, nur Dichter », seulement fou, seulement poète. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Frédéric. Donc quelques questions peut-être, le temps passe. Oui, je me disais que dans El Desdit Shadow, Nerval avait absolument tout. Ça commence par le jeu. Hein. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine, à la tour abolie. Oui. Ma seule étoile est morte, et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Donc il y a la mélancolie, il y a le soleil noir, l'opposé du soleil. Ça c'était un premier point. Il n'y a pas que la poésie aussi, il y a quand même la prose. Parce que je pense aux symbolistes, je pense à Huysmans, et puis aussi à Rodenbach, dans Bruges la morte, où il va à la recherche de cette morte. Et puis pour ce qui est du dédoublement, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a la nuit de décembre, cet inconnu ou cet orphelin vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère. Oui, tout à fait. Pour la prose, alors effectivement, on peut distinguer l'écriture proprement poétique et la prose qui va elle aussi inaugurer une sorte de traversée dans le langage. Toujours, finalement, c'est là qu'on rejoint la poésie de manière globale, dans un sens global, cette traversée du langage qui permet justement d'atteindre l'autre. Je cherchais justement El Desdit Shadow, qui est ici, parce que vous avez bien raison de dire que tout est dedans, parce que Nerval écrit ce poème en 1854, au moment où il écrit justement Aurélia. Si c'était que dans ce poème, là, la tonalité est beaucoup plus tragique, ma seule étoile est morte, Aurélia n'est plus là, et il va tenter de la reconquérir par justement l'écriture de la prose, qui aboutira à la poésie des versets lyriques.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on assiste à la désintégration du jeu. Suis-je Amour ou Phébus, Lusignan ou Pyrrhon? Ce qu'on a vu avant, et cette désintégration est quand même une promesse de reconquête dans un sujet uniquement tissé par le langage. Orphée est là, hein, j'ai 2 fois vainqueur traversé la Pyrrhon, monument tour à tour sur la lyre d'Orphée, les soupirs de la sainte et des cris de la fée. Ouais. Avec toute l'interrogation sur son identité, le rapport à Mélusine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pas vraiment une question, mais moi, les gravures qu'il y a sur la porte, ça me rappelle celle que faisait. Alors, je me rappelais plus son nom, c'est Alain Roux, qui était un SDF de Rouen, passé pour un fou parce qu'il était dans son monde à lui. Et en fait, quand il gravait sur le mur, c'était le seul contact ou échange posé qu'il pouvait y avoir avec les autres, parce que lui vivait dans son monde à lui. De SDF qui justement vivait dans la rue. Nous on le croisait dans cet espace commun qui était l'espace de nos déplacements, et lui il gravait des murs, et en fait au travers du regard qu'on portait sur les mots et sa gravure, on entrait dans son monde, et c'est ce qui pourrait en théorie séparé était un lieu qui permettait de passer de traverser, de rentrer dans son esprit, pas rentrer dans son esprit, mais ça servait de passerelle, alors qu'en théorie, le mur, c'est plutôt quelque chose qui est censé séparer, mais là, ça jouait le rôle complètement inverse. Oui, le mur frontière qui permet d'aller effectivement vers l'autre radical, c'est quelque chose qui revient fréquemment, effectivement. Oui. Et bon, il s'agit toujours de trouver un langage, finalement. Là, c'est le langage du graffiti, de ce qui va être lisible, alors que dans d'autres circonstances, le fou, entre guillemets, était illisible. Là, quand il parlait, enfin, il était ordurier avec les gens, de temps en temps, il était connu pour ça, mais bon, c'était des suites de mots, mais il y avait... l'un des mots fréquents, c'était un nom propre, c'était Karl Marx prophète, donc il y avait souvent dans ses gravures cette expression qui revenait, mais il y avait des mots-clés qui étaient évocateurs, et on ne se les appropriait pas forcément dans le sens où lui les avait gravés, mais ça nous parlait à notre moi et à notre jeu multiple, comme évoqué, quoi. Rimbaud disait que la poésie, c'est de la pensée accrochant de la pensée. Il y a ce partage qui se fait là, effectivement. Oui. Dans un autre domaine, Antonin Artaud, il est né célèbre, qui parle du théâtre comme vous avez parlé, d'autres de la poésie, la parole qui libère, la parole qui n'est pas la sienne, où il est un peu le voyant, ou celui qui va aux enfers, je crois qu'il le dit. Tout à fait. Et d'aller aux enfers le libère, je crois qu'il est très, je ne peux pas la citer, mais c'est une façon de se libérer de la vie, d'interner. Exactement. Alors Artaud, c'est ma case vide. J'en ai pas parlé. Bon, lui franchit vraiment un pas supplémentaire, et il faudrait réserver une case à part, parce qu'il amplifie tout ce qu'on a vu et il le redirige. Bon, il est quand même avec nous aujourd'hui, hein, c'est la Saint-Patrick, c'est lui qui est allé ramener en Irlande la canne de Saint-Patrick, croyant vraiment que c'était la canne de Saint-Patrick, allant jusqu'au bout d'une certaine folie, effectivement, qui serait très merveilleuse finalement, à confondre son fantasme et la vie. Il est, je crois, l'heure de rendre la salle, à moins qu'il... C'est bon? Alors, je vous donne rendez-vous le 14 avril pour un tout autre sujet. Terrestre, une partie qui est spirituelle. Il y a ce dédoublement qui est un phénomène esthétique de l'époque, ça c'est certain. Et ce clivage dans l'asile, puisque c'est ce qui nous intéresse, Nerval va pouvoir l'expérimenter de manière beaucoup plus intense en trouvant la figure du double, réellement, un frère, un semblable, en poésie en quelque sorte, dans notre asile. C'est un ancien soldat d'Afrique qui est devenu mutique, qui refuse de s'alimenter et qui se retrouve donc à l'asile, et qui va devenir une figure dans laquelle Nerval se projette, une sorte de double idéal, un initiateur qui
lui permettra de pouvoir encore mieux se plonger dans le rêve. Et ce qui est intéressant, pourquoi c'est un double poétique idéal, c'est que cette description que l'on trouve ici, dans le chapitre 6 de la deuxième partie, va insister sur à la fois cette dimension d'artiste enthousiaste. Pardon. On nous dit que c'était l'oreille de Dieu sans le mélange de la pensée d'un autre. On retrouve donc la figure platonicienne du prophète. C'est le sens aussi de enthousiaste, qui est habité par un Dieu. On retrouve aussi, alors, il y a une hybridation de l'autre conception aristotélicienne du génie mélancolique, puisque ce soldat, Nerval va le revoir dans un rêve, et je ne sais pourquoi, il me vint à l'idée qu'il s'appelait Saturnin. Saturne, qui est la planète de la mélancolie, et qui permet d'associer aussi ce personnage au génie mélancolique. Et donc c'est ce double, ce frère en poésie, qui va permettre à Nerval d'aller beaucoup plus loin dans sa rêverie, pour justement aboutir aux mémorables. Les mémorables qu'on a vus avant, c'est à peu près une demi-page après. C'est ce frère en poésie qui va véritablement permettre de pouvoir aller au bout du rêve et de pouvoir saisir l'image d'Aurélia. L'image suggérée, l'image symbolique. Alors voici pour Nerval et son soldat d'Afrique. Pour faire une grecque, alors on change d'esthétique, puisque nous ne sommes plus du tout à l'ère romantique. On est dans une poésie du corps à corps, du copeau, en quelque sorte, qui va permettre de mettre en place une expérience de l'aliénation, mais par le corps. Je pense que vous arrivez à lire, ça va ? Bon, comment ça se passe cette expérience de corps à corps, déjà avec cette position allongée, je gis parmi les indigents allongés sur leur dernière terre, le corps se rapproche de ce mort qui est juste en dessous, on cherche la proximité, les âmes entrent par les trous de mon corps, assidiment me suce, il sentit des animaux qui montaient le long de ses jambes et s'introduisant dans son anus, le déchiraient, on soulevait son lit la nuit. Alors ici, donc, on retrouve le passage à l'archive en italique et cette correspondance qui se fait entre ce que vit le jeu, Messus, et la description donc, du défunt qui rejaillit en quelque sorte à la surface et qui se fait dans l'écho avec Anus, par rappel des sons de fin. Qu'est-ce que cela montre? C'est que cette porosité se fait en quelque sorte dans les deux sens. Il y a correspondance entre cette trouée dans le corps du jeu et la trouée que le fou, la folle a vécue. Me dévore donc, ingestion par l'autre, par le fou. C'est intéressant de voir que cette dévoration elle va dans les deux sens, puisque à la fin, la poussière, je l'enfonce par force dans ma bouche. Cette poussière qui est métaphoriquement non, c'est plus par métonymie, le signe du mort que le jeu va ingérer. Donc cette absorption du corps de l'autre se fait dans les deux sens. Tout ceci pour justement créer ce fameux sujet lyrique qui intervient ici, ce tu. Tu es, tu retourneras, on te recouvrira d'épines et de ronces et tu mangeras de l'herbe à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes en terre, une fois mort, deux fois l'oubli, trois fois la mort. Ce tu qui naît ici, c'est véritablement la fusion entre le je du poète et le il ou le elle de l'archive. Ce il ou ce elle, ce fou, donc cette non-personne qui passe au statut d'interlocuteur en quelque sorte à ce tu. Cette façon donc, par ce jeu de correspondance qui se fait ici par le corps, de faire renaître en quelque sorte le fou qui arrive dans ce tu, figure de la locution, donc présent dans le moment de l'énonciation, dans le moment de la parole. Bon, il ne vous aura pas échappé que toute cette fin est très lourde et très chargée d'hypotextes religieux. On a la Genèse, on a aussi l'Évangile avec les épines et les ronces du Christ. Cette idée que justement se révèle ici l'essence même du fou, ou du moins son destin tragique, qui apparaît de manière extrêmement violente
à la fin. Voilà, donc on voit ici avec Nerval et Perrine Le Quérec comment ce mouvement vers l'autre, cette aliénation volontaire, permet de pouvoir construire un rêveur idéal. Ça c'est chez Nerval, celui qui va véritablement sonder le monde de l'invisible, ou alors une autre instance, le tu, qui a fait basculer de la non-personne à la personne le fou ou la folle. Si bien que le poème devient nécessairement le poème de plusieurs voix. Il devient nécessairement chambre d'écho, ce que Ludmilla Charles-Wurtz exprime en disant un carrefour de voix. C'est cette idée qui est liée donc à la troisième grande étape du mythe d'Orphée, que la voix s'universalise. Le jeu qui parle dans le poème, ce n'est pas un jeu individuel singulier, c'est le jeu de tout le monde, en quelque sorte. C'est aussi le jeu du lecteur qui, lorsqu'il lit « je », se dit « je, c'est moi ». On se souvient d'ailleurs que Victor Hugo disait dans la préface des Contemplations, quand je parle de moi, je parle de vous. Cette idée que ce jeu s'universalise. Dans le mythe d'Orphée, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où cette tête décapitée continue à chanter, on l'a dit, et elle roule jusque dans le fleuve, où là, elle va être emportée par le courant. Et le mythe dit qu'à ce moment-là, tous les éléments de nature aux alentours, en écho, reprennent le chant. Un chant donc qui va se démultiplier, s'universaliser. C'est cette troisième étape qu'on va pouvoir explorer avec cette idée de chambre d'écho. Tout d'abord, avec Nerval toujours, revenons aux sources, des échos internes dans notre récit d'Aurélia, qui se tissent donc à travers les différentes parties. Un véritable réseau intertextuel, une sorte de fleuve du sens qui évolue de la première partie à la deuxième partie. Oui, c'est cet extrait qui est tiré de la première partie du chapitre 4, c'est le premier rêve que Nerval fait, dans lequel il va se mettre en quête de la figure d'Aurélia. Un soir, je crus avec certitude être transporté sur les bords du Rhin. Il imagine qu'il rentre dans une demeure qui est celle de son oncle maternel, mort depuis un siècle. S'y trouvent des tableaux. La vieille servante l'invite à aller au lit. Oui, parce qu'au lit, on rêve mieux, évidemment. On s'étend sur le lit et, c'est là que ça m'intéresse davantage, il y avait en face de moi une horloge rustique accrochée au mur, et sur cette horloge, un oiseau qui se mit à parler comme une personne. Et j'avais l'idée que l'âme de mon aïeul était dans cet oiseau. Alors cet oiseau, il est intéressant, d'une part parce qu'il permet, puisqu'il est juché sur l'horloge, de devenir l'opérateur de remonter dans le temps, qui va justement permettre de faire parler l'aïeul par force de Popée. Et surtout, il rappelle, dans notre extrait des Mémorables, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je m'en excuse, il rappelle donc l'oiseau qui était déjà ici, c'était le rossignol sauvage qui apparaît dans cette partie-là, tout à la fin. Mais effectivement, c'est plus un oiseau d'intérieur qui est tourné vers le passé, c'est un rossignol qui va chanter, le rossignol est la métaphore du poète, qui chante la naissance du cygne tel qu'il apparaît de ce symbole d'Aurélia qui a pu naître. Donc, correspondance entre cet oiseau du premier rêve et le rossignol sauvage qui va se faire véritablement création. Et l'autre correspondance, c'est bien sûr le myosotis, on va y arriver. Voilà pourquoi le myosotis, où est-ce qu'il arrive? Eh bien, l'oiseau me parlait des personnes de ma famille vivantes ou mortes en divertant comme si elles existaient simultanément et me dit: vous voyez que votre oncle avait eu soin de faire son portrait d'avance. Bon, son portrait, c'est pas le portrait de l'oncle, c'est le portrait d'Aurélien.
Maintenant, elle est avec nous. Je portais les yeux sur une toile qui représentait une femme en costume ancien, à la allemande, penchée sur le bord du fleuve et les yeux attirés vers une touffe de myosotis. Vous avez ici représenté sous forme de tableau la même scène que dans Les Mémorables, c'est-à-dire cette étoile qui regarde la fleur, qui fait signe vers cette fleur symbole du souvenir, souviens-toi de moi pour toujours. Mais la différence, donc au-delà de la correspondance, la différence c'est qu'ici on a une scène qui reste imparfaite parce qu'elle reste figuratrice. La peinture figure mimésis qui imite la réalité, alors que, avec Les Mémorables, on arrivera véritablement à la naissance du symbole, à la suggestion de la présence, qui ne peut exister qu'ainsi. Sinon, si on a sous les yeux, on est forcément dans le renvoi à un tableau qui a été peint dans le passé, et qui donc forcément posé à une époque particulière, qui n'a rien d'éternel. Donc ce réseau intertextuel, ce fleuve d'Orphée, se laisse lire à travers tout un réseau de correspondance chez Nerval. Et chez Séverine Daucourt, ce carrefour de voix va être encore différent. Donc Séverine Daucourt, on ne l'a pas encore croisée pour l'instant. Vous allez écouter, puisqu'on parle de voix, il faut entendre, un extrait donc, des Éperdus qu'elle a lu à la Maison de Poésie en décembre 2022. Je vous l'ai dit, donc elle revient dans cet extrait sur son hospitalisation suite à une tentative de suicide, qui a été un moment donc fondateur pour son entrée en poésie. Et c'est justement l'extrait que l'on va entendre. On se situe au moment où elle pousse les portes, encore une porte, encore un seuil, elle pousse les portes de la zone de la psychiatrie dans cet hôpital. On l'envoie en psychiatrie. Et alors, puisqu'on profite d'un excellent son, écoutez ce qui se passe au niveau des voix. Où est ce carrefour de voix? Comment est-ce qu'on l'entend? La porte passée, j'avance dans cet ailleurs, quand la consolation fait faux bond et qu'un gouffre à nouveau s'annonce. Quand la horde des internés, les déjà là, les pas encore partis, les revenus, me jette au visage leur quotidien de revenants. Quand je me dépêtre de ce qu'il me reste, que j'arrive à peine à ne pas crever d'angoisse sur le coup. Et là, écrire arrive. Écrire sauve. Je peux m'y réfugier et y désigner le froid, le temps perdu, le futur antérieur. Quand je découvre les prisonniers psychiatriques, quand ils sont tous en excès, mais c'est eux qui ont raison. Ils ont raison de leurs existences. Je me passerais bien de tracer des lettres une à une et des mots, mais alors il faudrait faire d'autres liaisons entre ce qu'il se passe et le reste. Et la poésie se passerait bien du texte, mais alors de quoi serait-elle faite? Qu'y a-t-il dans mon angoisse? Une permanence. Et dans la violence, un passage. Et quand je pisse dans les violons, une façon de me faire entendre, de mieux articuler un poème qui cache ses plombages. Quand il n'y a pas de réponse perceptible, sauf un peut-être sans trait d'union. Leur dedans n'est fabriqué d'aucune histoire. L'histoire leur a passé dessus. Leur dedans s'est retourné comme un gant. Quand je me sens au rang d'une novice, à l'aune d'un bizutage immonde, quand je n'ai pas la notice et encore moins le courage, quand j'ai peur, parce que personne ne comprend que ma présence est une horreur. Une erreur. Un diagnostic de trouble mental doit représenter une utilité clinique. Il doit permettre aux cliniciens de déterminer un pronostic, des stratégies de traitement, ainsi que les résultats attendus du traitement pour les patients. Je ne peux pas me présenter correctement, je ne me représente pas. Je ne sais pas qui je suis ce que j'étais. Je ne reconnais pas mes semblables. Je m'y perds comme si je n'étais pas unique. Je fais des efforts pour entrer dans la vie. Je la cherche, je la creuse, la modèle. Mais elle m'échappe. Je fais des efforts surhumains avec les autres, mais toujours je renonce. Ça ne vaut pas la peine. Je les approche de très près parfois, presque au point d'apparaître. Je m'arrête là où disparaît mon périmètre. Là où je constate qu'ils sont arrivés trop en avance et qu'ils ont l'air de ne manquer de rien. Quand je sors du bureau où j'ai instamment prié la blouse blanche avec la barbe au-dessus de prévenir ma famille pour que quelqu'un vienne me chercher et que son expression impassible me rappelle l'indifférence des visages mouvants d'une soirée sous psilocybine.
Quand j'ai mal, j'ai sommeil, j'ai encore pipi, que je repars dans les parties communes, ce salon télé de malheur que je parcours en regardant le sol pour ne pas croiser des yeux dans lesquels je pourrais avoir une fois de plus changé de figure. Quand je retrouve ma cellule et ma codétenue, sa savonnette dans mon lavabo, ce dépouillement qui renvoie au dénuement des barreaux et de tous les fous et les folles d'à côté. Comme il est étrange de passer dans l'autre monde, de quitter le terreau stable. Quand je veux redevenir une molécule dans l'univers, je me sens vendangée par des sauvages. Je me sens vendangé par des sauvages. C'est la fin de l'extrait. Alors je pense que vous avez entendu ce qui se passe au niveau des voix. Cette voix chuchotée qui apparaît et sorte de sous-voix donc qui tente de réparer le chaos qui se crée lorsqu'elle entre dans cet espace réservé à la psychiatrie. Chaos qui est lui-même rendu par le brouhaha des voix. Vous avez notamment donc, la voix clinicienne, celle qui va établir différentes typologies. Chaos aussi de la représentation, le fait de ne plus pouvoir savoir qui on est parce qu'on ne peut pas se lire dans le regard des autres, un regard qui est justement vide, ce regard de revenant. Un monde qui est lui-même déréalisé, on ne voit pas un médecin, mais on voit une blouse blanche avec une barbe au-dessus. Donc face à ce chaos, ce brouhaha, ce kaléidoscope, là, cette sous-voix va permettre justement de construire un sujet lyrique, c'est-à-dire de se reconstruire par la voix. Et ce qui est intéressant, c'est que la poète procède beaucoup justement par ce qu'elle appelle la ligature, faire du lien. Ici, ce lien, il s'entend notamment dans la figure du lapsus, sur horreur, erreur, c'est-à-dire que par le langage, je reconquiers le sens, je cherche le mot juste pour aller au plus proche du sens. Je cherche à retrouver une cohérence qui se tisse donc dans ces échos. Et cette conscience par le langage arrive finalement à la conscience de ce que l'on est vraiment. Je me sens vendangé par des sauvages, conscience de soi qui émerge à la fin de ce tissage d'écho grâce à cette sous-voix. J'ai oublié de dire que Séverine Decour est également psychologue et que sa naissance de poète est concomitante à sa vocation de psychologue. On la retrouvera pour un autre extrait tout à l'heure. Donc on a pu apprécier la façon dont le mythe d'Orphée déploie ce champ d'absence pour reconstruire l'image symbolique de l'étoile Aurélia, permet par l'aliénation, par la polyphonie, de pouvoir sortir de soi, de se faire chant universel, de se reconstruire aussi. Ça sera intéressant chez Séverine Decour. Autrement dit, cette deuxième partie permet finalement de voir à quel point le poète est fou, dans les sens que l'on a pu dire. Et je vous propose donc de passer maintenant à une dernière partie où, si le fou rend service au poète dans le sens où il lui permet de creuser son art, de mesurer cette aliénation fondamentale qui lui permet de sortir de lui-même, d'atteindre l'universel, de se communiquer à l'autre, de débrouiller le chaos du monde, d'accéder à une vérité invisible, etc. En retour, la poésie rend service au fou. C'est ce que l'on va voir dans le Grand 3, donc comment la parole poétique peut-elle devenir un asile avec justement donc le poème qui devient un refuge. On verra cette dimension avec Éluard au niveau toujours de la voix, comment la voix va tresser, va se tresser avec celle du fou, comment l'écrit révèle l'être poétique du fou avec Nerval. Allons-y. Donc au niveau de la voix, qu'est-ce qui se passe chez Éluard qui permet justement de ramener le fou dans le giron d'une humanité qui existe parce qu'elle peut justement parler. Nous revenons donc à nos poèmes de Le Monde est nul. Et ce qui est intéressant à observer très rapidement, c'est le fait que lorsqu'on dit « je » dans ce poème, ce n'est pas la même personne qui parle. Nous avons dans la section 2 un jeu qui apparaît, c'est le premier, vivre toujours peut-être et patient. Je regarde,
le jour pâle et poser sans plaisir ses yeux vagues. Le jeu est un jeu de spectateur, c'est le jeu du poète qui observe la folle. Bon, la folle pour l'instant est bien reléguée à cette fameuse troisième personne, cette non-personne, comme disent les linguistes. Et ensuite, dans la strophe, dans la section 4, section centrale, ce jeu va être investi par la folle. Elle hurlait « Je suis la putain du Seigneur ». Donc vous avez ce transfert d'identité en quelque sorte qui fait que le jeu devient une plateforme dont peut s'emparer justement la folle. Et on aboutit à une dernière étape avec la section numéro 6 où le jeu va être très ambigu. Il peut désigner soit le poète, soit la folle. Il va rassembler ces deux entités. Vous parlez par ma voix, vous m'avez déchaîné. Bon, a priori, on a vu que c'était cette figure de la folle prophète, la folle sibylle. Le mannequin en croix, Jésus parle par sa voix. Et moi, je vous enchaîne sans savoir pourquoi. Le jeu qui apparaît ici est très, très étrange. Est-ce que c'est la folle qui enchaîne la parole du Christ, ou est-ce que c'est le jeu, le poète, qui enchaîne la folle dans ses vers? Le vers, c'est un enchaînement aussi. Donc, un jeu qui ici peut tout à fait désigner soit le poète, soit la folle. Et on se rendra compte que dans la dernière strophe, les deux sont intimement mêlés. Le jeu, c'est la folle devenue poète, comme cela peut être le poète lui-même, bien sûr. On le vérifie rapidement. J'ai pour la foudre, je suis un respect de vaincu. Cette idée du poète qui est élu par la grâce, par la divinité, en quelque sorte. Ma couronne est brisée, couronne sans doute de laurier. Peut-être aurais-je pu me masquer de beauté, peut-être aurais-je pu cacher cette innocence qui fait peur aux enfants. Ici, un autre élément, un autre attribut du poète, cette innocence qui le fait remonter à cet état primitif de l'enfance. Donc ce tressage du jeu permet de donner la parole à la folle, de la faire exister et de mêler intimement, dans une solidarité énonciative en quelque sorte, pardonnez-moi le terme, dans le même pronom, deux entités. Ceci pour le jeu sur la voix, et le jeu sur l'écrit, qui révèle l'être poétique du fou chez Nerval. Il est très intéressant de voir que l'art brut existait bien avant le XXe siècle, puisque... Non, ce n'est pas cette diapo-là que je voulais mettre. Dans l'asile où il se trouve, donc dans la maison du docteur Blanche, se trouve un mur, et ce mur, c'est un peu comme la porte qu'on va revoir après, la porte de l'asile d'Évreux. C'est un mur frontière, un mur sur lequel les fous dessinent. Et ces dessins, Nerval va les interpréter comme le signe d'une frontière avec l'autre monde, le monde de la vérité, le monde de l'invisible. Notamment donc cette idée qu'on représente des masques. Sur cette figure, on avait peint une sorte de masque. On retrouve les mascarons un peu plus loin. Sur la face opposée de pierre, de taille avait été sculpté par quelqu'un des Odéens et représentait de petits mascarons assez bien rendus. Donc des dessins qui suggèrent un passage possible vers l'invisible. L'idée que le fou, par son art, révèle sa capacité à atteindre ce monde de l'invisible. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous sommes au crépuscule, sur un mur situé au couchant. On n'est pas vraiment du crépuscule, mais on est vers la direction du couchant, donc vers cet entre-deux qui permet au fou d'aller vers ce monde de l'invisible. Donc, exemple peut-être aussi d'art brut avant l'heure, qui fait par le dessin, qui fait du fou donc un être capable de pouvoir communiquer avec le sacré, avec l'invisible. C'est une façon donc pour Nerval de valoriser vraiment la figure des autres fous qui partagent donc son séjour dans la maison du docteur Blanche. Et je vous dis effectivement qu'on peut lire cette fois la porte de notre asile comme justement, là aussi, une porte à fort potentiel poétique,
Bon, je vous ai parlé d'Arthur, mais ça c'est moi qui fais le lien avec Arthur Rimbaud, donc je ne sais pas du tout si évidemment c'était intentionnel ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette porte, elle est aussi une porte frontière, un espace qui ouvre sur une autre dimension. D'une part parce que c'est une porte de palimpseste, il y a différentes écritures qui se trouvent dessus, qui ont été effacées par le temps, volontairement, on ne sait pas trop, mais se retrouvent différentes couches, strates de sens en quelque sorte. On retrouve cette dialectique de ce qui est montré, de ce qui est caché, aussi avec justement ces griffures, ces éléments qui ont été effacés. On retrouve aussi ce qui est très poétique, c'est la forme fragmentaire, c'est-à-dire que nous n'avons pas de phrases, nous n'avons que des mots. Je vais un petit peu zoomer quand même pour qu'on les voit. Qu'est-ce qu'on a comme mots? Alors bon, des éléments tout à fait prosaïques, payer 1000 quelque chose, 1000 H, on ne sait pas ce que c'est. Bon, on se souvient quand même que les indigents à Navarre vivaient dans une ferme, qu'ils accomplissaient des travaux de ferme, et que cette porte justement, c'est intéressant parce qu'elle fait signe vraiment vers l'autre monde qui est le dehors. C'est-à-dire que vous avez ici, vous trouvez une série de mots qui se rapportent à la ferme, cheval, jument, vache, pouliche, qui sortent comme ça, qui font donc signe vers le dehors. Des mots donc qui sont isolés, qui sont séparés par des tirets, une forme paratactique, fragmentaire. On peut lire ici section homme d'ailleurs, qui renvoie au lieu même où se trouve la cellule. Et puis ce qui est intéressant aussi, parce qu'on pense à Séverine de Cour, ce qui est poétique aussi, c'est le principe de ligature qui se lit ici. Et que l'on voit très bien avec une vision de loin, c'est-à-dire toutes ces bulles-là qui se font, et qui, plus on descend, plus grossissent, et vont aller vers ce fameux Arthur. Bon, alors je ne peux pas m'empêcher de voir Arthur artistique, les 3 premières lettres qui donnent un côté artistique dans le sens où il y a un dessin, un dessin qui organise ces éléments complètement disparates, complètement déstructurés en quelque sorte. Ce qui me fait dire que cette porte a un fort potentiel poétique. Après, je ne pense pas que ce soit un poète qui s'y soit attaqué, mais à plusieurs, on a un carrefour aussi, là, d'écrit, un carrefour de voix. Donc le poème devient ce refuge qui permet de contenir, en quelque sorte, l'insensé, de lui donner sens. Et c'est la deuxième sous-partie, le poème devient aussi une mémoire pour l'oublier, c'est ce qui en fait un asile. Une mémoire, on le voit notamment avec Perrine Le Quérec, qui fait de son recueil Les Indigents des poèmes hommages. Et je vous montre à ce titre le dernier poème du recueil, c'est celui-ci. Alors avant de s'intéresser aux croix qui barrent de plus en plus la page, qu'est-ce qui rend hommage à ces fous? Eh bien, c'est la forme du panégyrique qui commence à la deuxième strophe, si on peut l'appeler comme ça, à la guerre comme à l'asile, tombeau de soldats. Le fou devient un soldat, c'est intéressant ça. Tomber pour la patrie des communs, le pays des certains, la paix des ménages. Tomber en héros, en résistant, en embuscade, tomber sous le feu, sous les ordres, en morceaux sans cendre, ont combattu contre l'ennemi à l'intérieur, à main nue. Les fous deviennent des héros de ce combat intérieur qui les dévore, de ce combat qui les oppose à la société, cette résistance effectivement contre les autres, mais elle est aussi éloignée de la conception qu'on en avait, c'est-à-dire un loup qui destinait les campagnes. C'est cette fameuse queue de poisson très, très étrange qui termine la bête, qui surprend. Pourquoi une queue de poisson? C'est intéressant de voir que là on a un geste artistique qui peut s'interpréter comme un indice que cette légende au XXe siècle se termine en queue de poisson. C'est au début du XXe siècle qu'un certain docteur Puech montre que la bête du Gévaudan n'a jamais pu agir seul, c'était forcément l'œuvre d'un homme qui l'a dirigée. Et que par conséquent, tout ce mythe s'effondre. On peut donc y voir que le poisson est une métaphore
d'une image légendaire qui a longtemps existé. Autre hybridation, eh bien, c'est l'hybridation des matériaux entre les matériaux bruts. Vous voyez qu'on a de vrais dents qui sont dans la gueule du monstre, et d'autres matériaux qui sont artialisés, c'est-à-dire donc le tronc qui a été sculpté, l'œil qui a été logé dans l'orbite. Donc on tire des éléments bien réels comme les dents, ou on modifie. Et autre hybridation, c'est l'hybridation entre l'animal, certes, mais aussi l'humain, avec ces espèces de loques, de vêtements qui recouvrent la bête, et qui ferait penser finalement que, bon, si on fait le lien avec le contexte, hein, c'est bien l'époque à laquelle l'homme montre sa nature animale de manière extrêmement violente dans les années sombres qui précèdent la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont des éléments qui, par l'hybridation, donnent à cet objet une dimension artistique, et que Éluard découvrira en 1943 lorsqu'il arrive à Saint-Alban. Et c'est Éluard qui sera un de ceux qui fera connaître cet art des fous, puisque c'est cette bestiole et d'autres productions, il les emmènera à Paris, et ce sera le collectionneur Dubuffet qui les récupérera. Et c'est Dubuffet qui donne la fameuse définition de l'art brut, disons, en 1949, nous entendons par l'art brut des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique. Voilà, on a bien ici effectivement une bête qui se fonde sur un fond légendaire et qui utilise des matériaux bruts, qui n'a pas a priori de schéma culturel préétabli, etc. Et je fais un grand pas jusqu'au XXIe siècle, où l'asile, l'internement n'existe plus, mais les poètes vont réveiller en quelque sorte le passé, l'enfer qui a pu être vécu. Puisque effectivement, je reviens au plan, retour rétrospectif et retournement dans l'enfer de l'asile, il s'agira là de voir comment justement les poètes vont réveiller en quelque sorte les morts et faire parler ces fous. Parce que même si au XXe siècle on soigne le fou, on a une approche beaucoup plus douce en quelque sorte, l'asile reste un lieu infernal. Et lorsque Perrine Le Guirec et Samuel Luckman en 2016 s'intéressent au cimetière des fous d'Évreux, leur but est de restituer la souffrance terrible qui affecte les aliénés. Et ils le font à partir des rapports rédigés par les praticiens et recueillis dans les archives de l'hôpital. Alors je vous montre un extrait du recueil pour voir un petit peu comment on va réveiller le passé, notamment à travers le traitement de l'archive. Je ne peux pas zoomer malheureusement, mais vous voyez donc en italique, je peux lire avec vous, il lui semble à chaque instant que le diable va l'emporter, porte constamment son mouchoir à la bouche pour éteindre le feu qui la consume. Et méritée par la suite des châtiments qu'elle s'inflige à elle-même, elle s'est enfoncée une épingle dans la langue. Ces passages en italique, donc, ce sont des extraits des archives de l'hôpital, rédigés à la troisième personne, ce sont les praticiens donc, qui décrivent les fous, et notre poète va appliquer le principe de l'hybridation pour justement réveiller la figure du fou, la faire exister. Puisqu'on l'a sous les yeux, on va un petit peu voir comment cela se passe, comment est-ce qu'on réveille les morts en poésie. Nous sommes donc au départ du poème, dans le cimetière des indigents. Pour ceux qui connaissent, c'est effectivement ce vallon planté de croix de bois, croix de fer, croix de chair, si je mange, je vais en enfer. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un glissement de la réalité, le ballon planté de croix, du lieu physique, à la comptine enfantine, la croix de bois, la croix de fer, croix de chair, si je mange, je vais en enfer, normalement, on va revenir là-dessus. Comptine enfantine qui renvoie au monde primitif, au monde originel, c'est le monde justement que Freud place comme étant le substrat, le terreau de l'imaginaire. Et
cette comptine enfantine amène le thème du mensonge. Si je mens, je vais en terre. Et là, hop, l'archive va évoquer justement une folle qui ment, qui se porte constamment son mouchoir à la bouche pour éteindre le feu qui la consume. Donc on peut y voir ici effectivement l'image de ce mensonge qui dévore, qui va être puni, mérité par la suite des châtiments qu'elle s'inflige à elle-même. Elle s'est enfoncée une épingle dans la langue, donc il y a effectivement ici un problème avec les paroles qui ont été dites et que l'on peut relier à ce mensonge. Et notre folle, ici, va justement naître lorsque l'on passe de la première citation italique à la suite n'arrive collée par les émanations « je suis la folle dévorée », ce « je » qui apparaît ici, c'est la folle dans toute son existence qui a été amenée par tout le travail qui précédait et qui joue donc, qui fait un va-et-vient entre réalité, texte de l'archive, du passé. Voilà donc pour un petit échantillon déjà de fabrique poétique qui redonne vie ici à l'indigent, au fou. Et donc au XXIe siècle, on s'intéressera aussi à Séverine Daucourt, qui elle revient dans Les Éperdus sur son expérience dans l'asile suite à une tentative de suicide à 20 ans. Et Patrick Beurard-Valdois, lui, a écrit de nombreux ouvrages sur l'internement, à travers différents recueils sur le cycle des exils, notamment dans un de ses derniers ouvrages, il s'intéressait à une prison à Liège, et il reconstitue donc justement l'histoire de cette prison en remontant jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est lui aussi qui nous montrera comment le confinement montre à quel point le poète est lui-même exilé dans le monde. Alors voici pour un petit portrait rapide du rapport fécond entre génie et folie et poésie au cours de l'histoire. Ces éléments étant posés, on peut maintenant précisément voir ce que le poète trouve dans l'asile. On a compris pourquoi il le faisait à partir du XIXe siècle seulement et pas avant. Donc, deuxième partie, le poète à l'asile, Orphée au miroir du fou. Le retrouver le plan. C'est toujours bien d'avoir le plan pour se guider, parce que là, c'est un labyrinthe, nous sommes dans les enfers. On aborde d'abord, donc, la quête d'une nouvelle Eurydice dans l'espace asilaire. Toute cette partie va permettre un petit peu de faire le lien entre des étapes du mythe d'Orphée et le statut, justement, le statut du poète. On reprend Nerval, l'étoile Aurélia, chez Nerval pour commencer. Alors on sait que notre récit donc fait référence d'abord à la catabase d'Énée, c'est-à-dire cette descente aux enfers. C'est pas Orphée, hein, c'est Énée. Mais très vite se substitue la figure d'Orphée. Bon, Virgile a lui-même réécrit le mythe d'Orphée, donc il y a un glissement qui se fait assez facilement. Pourquoi il y a réécriture? Parce qu'en fait, Aurélia, qui se divise en deux parties, va justement reprendre les deux grandes parties du mythe d'Orphée, mythe qui justement fait de ce mythe d'Orphée, un mythe de la création poétique. C'est-à-dire le fait que la perte de l'être aimé dans les enfers, lorsque justement Orphée veut ramener Eurydice au monde des vivants, entraîne le déploiement d'un puissant chant élégiaque une fois que le poète est sorti des enfers. C'est ce que Aurélia reproduit, ces deux étapes du mythe d'Orphée. En effet, première partie du récit, eh bien, nous allons suivre la quête de notre narrateur dans le fil de différentes pérégrinations dans Paris et aussi dans ses rêves, qui permettent d'approcher la figure d'Aurélia, un peu comme Orphée aux enfers, qui va réussir à rejoindre Eurydice et qui va réussir à se faire en sorte que Hadès veuille bien la laisser repartir avec lui vers le monde des vivants. Manque de chance, au moment où notre poète approche au plus près Aurélia, elle s'évanouit.
Elle s'évanouit dans un cri, comme Eurydice dans le mythe. Et pourquoi elle s'évanouit? Car le rêveur a transgressé un interdit, comme Orphée dans le mythe, vous savez, qui s'est retourné alors qu'Hadès lui avait défendu de faire un tel geste. Donc notre première partie se termine sur cet échec, et la seconde commence par un cri, placé en épigraphe, Eurydice, Eurydice, crie-t-on, qui traduit assez le désespoir causé par la perte définitive d'Eurydice, d'Aurélia. Et cette deuxième partie va entraîner une série de crises chez le narrateur qui le conduisent à être interné. Et c'est là que l'espace de l'asile va être investi par cette quête, et elle va cette fois porter ses fruits. Alors pourquoi elle porte ses fruits? Parce que l'asile va déjà physiquement être un lieu frontière entre la réalité et le monde des morts. Citation du chapitre 6, « Ma chambre est à l'extrémité d'un corridor, habité d'un côté par les fous, et de l'autre par les domestiques de la maison. » Donc cet espace frontière, pour eux, va permettre à Nerval de naviguer entre réalité et monde onirique, le monde des fous, de manière beaucoup plus efficace, j'allais dire, que dans la première partie du récit. Je passe très rapidement aussi sur la description de la chambre, qui est un véritable capharnaüm, qui rassemble les objets hétéroclites. Il y a par exemple tout ce qui ramène d'Orient, il y a une table avec des pieds de sphinx, il y a une carte du Caire, et puis il y a des livres partout, qui rappellent exactement la gravure, la fameuse gravure de Dürer, la Mélancolia, cet ange qui est au milieu d'objets de calcul, d'éléments en lien avec le savoir, mais très hétéroclite. C'est exactement ce même lieu qui donc est propice à la communication avec l'invisible. L'asile devient donc un espace frontière entre réalité et monde de l'invisible, qui va être accessible par le rêve, c'est comme ça chez Nerval. Et il va pouvoir y développer le jeu des analogies, le jeu des correspondances entre le monde invisible et le monde de la réalité. Ces analogies, je fais un rapide crochet par Michel Foucault dans Les mots et les choses, puisque le fou est justement l'homme des analogies, l'homme des ressemblances, mais Michel Foucault insiste sur le fait que le fou l'est fait par homosémantisme, c'est-à-dire que la ressemblance, il va l'imposer de manière extrêmement arbitraire. Il subsume toute différence sous une ressemblance un petit peu, une ressemblance arbitraire, alors que le poète, qui est lui aussi l'homme des analogies, il va tenir ce que Michel Foucault donc appelle le rôle allégorique. C'est quoi le rôle allégorique? Je cite le philosophe. Sous le langage des signes et sous le jeu de leurs distinctions bien découpées, il se met à l'écoute de l'autre langage, celui sans mots ni discours de la ressemblance. Et alors c'est très intéressant pour nous, parce que c'est exactement ce que fait Nerval. Il cherche cet autre langage, sans mots, sans discours, le langage de la ressemblance, qui va être le langage de l'image. De l'image poétique, celle qui se déploie justement dans le rêve, celle qui est développée par la fantasia, le fantasme, et qui permet donc de communiquer avec cet invisible, avec ce sacré, avec le monde des morts. Eh bien, comment cela se passe? Là, nous arrivons directement à la fin de notre récit, à la fin d'Aurélia, où l'écriture va complètement changer de nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, Aurélia était écrit en prose, et ici, on va passer à un autre régime de langage, qui est le verset lyrique, et qui intervient justement au moment où on va saisir Aurélia, mais justement pas de manière concrète, mais par le signe, par le symbole qui est justement l'image. Donc, on le voit ici, il faut bien imaginer que tout le récit qui précède, ce n'est que de la prose, et brusquement, alors que le narrateur vient de faire un rêve particulièrement bien construit et particulièrement profond, va jaillir ce qu'il appelle les mémorables,
c'est-à-dire ce morceau de versets lyriques. Les versets lyriques traduisent le fait que justement on va recueillir l'impression du rêve et non pas sa figuration, avec ce qui ressemble à des empreintes. Les versets lyriques sont comme des empreintes sur la page de ces impressions qui rappellent le sens de l'image du boss. C'est le type, vous savez, qui s'imprime sur la page. C'est un des sens de l'image qui permet de recueillir la trace du songe. Sa dimension, en quelque sorte, abstraite. On travaille le symbole, je vous rappelle, l'image. Trace du songe qui permet d'accéder à ce monde qui est nécessairement invisible. Il s'agit de le suggérer, sinon ce n'est pas le monde de l'invisible. Donc ces impressions qui sont marquées par le verset lyrique sont aussi bien sûr marquées par les premiers mots. Sur un pic élancé de l'Auvergne a retenti la chanson des pâtres, pauvre Marie, etc. Ce pic qui permet de tracer le mot sur la page et qui permet aussi d'exprimer la vision la plus haute, la plus élevée de l'image. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est le deuxième verset. On répète ce motif de l'élévation. Sur les montagnes de l'Himalaya, une petite fleur est née. Ne m'oubliez pas. Le regard chatoyant d'une étoile s'est fixé un instant sur elle, et une réponse s'est fait entendre dans un doux langage étranger, Myosotis. Bon, c'est ici qu'Aurélia apparaît, mais elle n'est jamais nommée évidemment, parce qu'il s'agit de la suggérer, et qu'elle apparaît sous forme justement de signes, comme le disait Foucault, de symboles. Comment ça se passe? Eh bien, le symbole, vous savez que c'est étymologiquement le symbole, ce sont donc deux entités séparées, appartenant à une même entité, qui sont appelées à se rejoindre en s'emboîtant en quelque sorte. C'est ces deux plans qui se rejoignent. Ce symbole ici sont présents à travers le langage. Le poète travaille sur le langage, ça on le sait. C'est le fameux « ne m'oubliez pas » qui fait appel à une réponse de l'étoile, qui s'est fait entendre dans un doux langage étranger. Bon, on sait à quel point Nerval connaît l'allemand, d'ailleurs il fait un voyage en Allemagne en 1854, et si on traduit « n'oubliez pas » en allemand, ça donne le fameux oui, le Vergiss mich nicht, qui signifie... Alors en anglais, exactement, le Don't Forget Me Not, effectivement, mais Nerval était plus germaniste qu'angliciste, et ce mot signifie Myosotis, qui est justement, va apparaître, va jaillir à la fin. Et donc, qu'est-ce qui est symbolique ici? C'est ce passage de la traduction du français, ne m'oubliez pas, au Vergiss mich nicht qui est suggéré. On ne fait que suggérer, puisqu'il s'agit de palper l'invisible. Si on le dit, tout s'effondre. Ce n'est plus de l'invisible, et qui va donner naissance, donc, par traduction inverse, si on veut, à la fleur elle-même, Myosotis, qui devient le signe, donc justement, de la pensée du souvenir, c'est sûr, mais qui devient aussi l'empreinte de cette réponse qui s'est faite, de ce Vergiss mich nicht qui est passé dans l'essence même de la fleur. C'est ainsi que donc Aurélia, à la fin, devient un symbole qui vibre de manière puissante et, j'allais dire, presque éternelle dans le souffle de ce verset lyrique. Voilà, alors je ne vais pas trop vite parce que là on est déjà à la fin d'Aurélia. On est dans cette métamorphose de l'écriture qui traduit justement cette accession au symbole d'Aurélia qui ne peut exister que comme image, parce que appartenant au monde de l'invisible. On fait un petit pas dans le temps pour passer à Éluard, qui, lui, va aussi évoquer Eurydice, mais cette fois en l'associant à la figure précisément de la folle. Alors, petit rappel, donc, Éluard arrive à Saint-Alban, dans cet asile, en 1943, parce que justement, il cherche un petit peu à sortir de la lumière un petit peu trop forte qui s'est faite sur lui, de son activité aussi de résistant. Et il va trouver refuge dans cet asile parce que, à cette époque, les asiles sont fuis par tout le monde, notamment par les Allemands.
donc il peut s'y protéger. Il reste l'hiver 43, de novembre 43 à février 44, et il va pour la première fois voir de vrais fous. Je dis de vrais fous parce que la folie, jusqu'à présent, il l'a expérimenté en tant que surréaliste. Il a écrit avec André Breton l'Immaculée Conception, qui consistait à simuler des manies. Mais là, il voit des vrais fous. Et il est assez bouleversé au point d'écrire Le Monde est nul, qui s'organise comme une série de portraits de folles. Il n'y en a pas de fous. Il n'y a que des femmes. Alors, il va quand même falloir un petit peu zoomer. Oui, je peux effectivement zoomer. Alors, le Monde est nul, voici comment se présente le poème. Il comporte 7 sections. Je mettrai l'autre section tout à l'heure en dessous. Et ce qui est intéressant, donc, il évoque uniquement des folles, figures féminines, et commence directement par interroger le regard traditionnel qu'on a sur elles. Fausses guenons et fausses araignées. Oui, on a effectivement ici guenon, araignée, tout ce champ lexical de l'animal qui renvoie à la conception traditionnelle quand on se fait des fous. Hein, ce sont des sous-humains, des animaux. Ici, on cherche justement à dépasser cette apparence, cette fausseté, en suggérant qu'il y a une autre vérité derrière, enfin qu'il y a une vérité, pardon, un être différent derrière ces apparences. D'autant plus que ce qui est un petit peu déconcertant, c'est qu'on se demande même si ces fausses guenons et fausses araignées, bon, ce sont les folles elles-mêmes ou ce sont leurs hallucinations. De quoi parle-t-on vraiment? Vous voyez comment, dès le départ, on va décentrer le regard sur ces folles. Et donc le but, c'est de gratter cette fausse apparence. Cette fausse apparence que l'on retrouve aussi, je vais quand même aussi en parler parce que ça nous permet d'aborder l'étymologie de fou, c'est important. Brûler le jour d'un feu nocturne, autre élément qui évoque le feu, les longs charrois de nuit et l'aube à petit feu ont dégradé son corps, ont dévasté son cœur. L'aube à petit feu, donc la thématique du feu, c'est ce qui est lié à la folie. Hein. La folie, cela vient étymologiquement du soufflet qui attise le feu, ce feu qui dévore. Mais on l'a dit donc, décentrement du regard, on regarde différemment la folle et on va lui trouver une dimension sublime, on va y voir Eurydice. C'est assez incroyable. Pourquoi on y voit Eurydice? Cela se passe dans le passage de la section 3 à la section 4. Section 3, on évoque une forme, une folle mutique qui ne se nourrit plus, le visage pourri par des flots de tristesse comme un bois très précieux dans la forêt épaisse. Elle est donatora à la fin de sa vieillesse, ses doigts leur aigrenés gâteries et caresses. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus. Donc, bon, une vision tout à fait réaliste, en quelque sorte, de la folie, avec ce rapport aux animaux, aux bas animaux, en quelque sorte. Et la section 4 est une relecture, en quelque sorte, de ce portrait, puisque ces flots de tristesse vont devenir mélancolie. Je sors de la nuit noire par une étoile dérobée. Ce côté mutique qu'elle avait dans la section 3 va éclater dans les cris d'une langue de poux. Il y a ce portrait 4, donc inverse complètement la représentation qu'on avait juste avant de la folle, et va faire donc jaillir cette noble mélancolie qui se reconnaît dans cette nuit noire, va faire jaillir une parole qui brise la nudité, une parole très forte, hein, qui est ce qu'on appelle une parole performative. Impérieusement, elle ordonnait aux hommes de se mettre à l'abri sous de bonnes ordures. Et voilà une folle dont la marginalité va être complètement rehaussée et qui va rappeler déjà ici la figure de la Pythie. Oui, bah, sous forme bien sûr très violente, violente, la putain du Seigneur. Il y a ce rapprochement avec la divinité de manière très vulgaire, mais ce rapprochement va continuer par la suite
surtout dans la section 6. Si on peut bien afficher, voilà, la suite. Qui suis-je? Et ce marron et son sucre intérieur, ce mannequin en croix. C'est Jésus. Est-il un homme ou moi? Vous parlez par ma voix. Jésus parle par ma voix. C'est la figure de la prophète. Vous m'avez déchaîné et moi je vous enchaîne sans savoir pourquoi. Donc à partir de la section 4, c'est d'ailleurs la section centrale, on assiste à un retournement de la représentation de la folle qui devient effectivement représentation d'une sorte de pitié double du poète. Je ne sais pas si la batterie tiendra. On peut le brancher. On peut brancher? Oui. Et bien voilà, nous sommes rebranchés, on va en parler des débranchés qui se rebranchent. Voilà, et donc ces folles qui acquièrent une véritable stature poétique, tout à la fois muse et alter ego tragique pour le coup, dans ce poème. Ce qui permet de passer à l'idée que si le poète trouve dans la folle une sorte d'alter ego, de double, de poète pitié en quelque sorte, eh bien c'est parce que justement on touche ici là à l'essence même, si l'on veut, de la poésie qu'on appelle lyrique et qui repose sur une sorte d'aliénation en quelque sorte volontaire. En effet, l'idée que l'aliénation soit au cœur de l'espérance lyrique, c'est un élément que nos poètes de l'asile vont véritablement vivre de manière intense. On évoquera donc Nerval et sa fameuse formule « je suis l'autre » et Perrine Le Guirec dans un dédoublement qui se fait sur un domaine beaucoup plus organique. Alors dans cette sous-partie, nous sommes à une autre étape du mythe d'Orphée. Orphée donc a perdu Eurydice aux enfers, il ressort tout seul et se lamente au bord d'un fleuve. Il déploie un chant magnifique et là, une Euménide arrive en tapis noir et va lui trancher la tête, puisqu'elle était jalouse d'Orphée. Orphée avait repoussé ses avances et elle se venge ainsi. Et le mythe raconte que la tête continue de chanter. Et c'est là que nous avons cet élément fondamental qui est l'idée que le poète est double et que le chant ne va devenir véritablement noble, parce qu'il y a une suite après, c'est la troisième sous-partie, le chant ne va devenir véritablement noble que si la personne meurt. Et que naît ce que Ludmila Charles Wurtz, spécialiste donc du lyrisme, comme Michel Molpois, ce que l'on nomme donc la naissance du sujet lyrique. Alors, vous savez, c'est cette idée que dans un poème, quand on trouve un jeu, qui est ce jeu? Eh bien, c'est tout sauf l'auteur. C'est ce qu'on appelle le sujet lyrique, qui naît justement d'une expérience de décentrement de soi, comme on peut le voir avec l'épisode de la décollation d'Orphée. Alors pour Nerval, qui traduit cette expérience d'être autre par cette formule « je suis l'autre », qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Bon, d'abord, Nerval, il est au cœur du romantisme où le sujet se vit comme étant clivé entre une partie qui est... C'est bon, excusez-moi. Voilà, bonsoir à tous, merci pour l'introduction Dominique. Merci à l'Université populaire de m'inviter, surtout de pouvoir donner une voix, une présence aux fous, aux poètes, à ces deux instances, on va le voir, qui sont fondamentalement proches finalement. Et puis de donner une place aux fous qu'on a longtemps appelé l'indigent, cet écarté de la société, qui peut ce soir être parmi nous.
Alors, bon, ce sujet m'est un petit peu tombé dessus, hein, comme on se prend un coin de porte en quelque sorte. C'est cette porte-là qui m'a ouvert les voies en quelque sorte. Vous l'avez vu sur l'affiche de présentation de cette communication, c'est la porte que l'on trouve dans l'espace muséal du nouvel hôpital psychiatrique d'Évreux. Elle correspond à une porte qui se trouvait dans le secteur de l'isolement des hommes, donc qui était réservé pour les fous les plus agités, les plus excessifs. Et je me suis donc retrouvé face à face avec cette porte en 2016. Ce qui m'interpellait, c'est Arthur, qui se trouve en bas à droite. On ne voit pas très bien comme ça, mais voilà. Une porte qui ouvrait des perspectives poétiques par le seul nom de notre Arthur Rimbaud, qui me fait penser bien sûr à Je est un autre, hein, dans la fameuse lettre à Paul de Mény, et qui suggère que le poète est quelque part un aliéné. Et je tâcherai de situer ce quelque part. Cette porte ouvrait dès lors sur une interrogation: le poète est-il finalement un fou? Est-ce que l'on peut soutenir une telle proposition? Dans l'historique de ma rencontre avec ce sujet, je travaillais en 2016, la même année, avec une poète que l'on va voir, Perrine Lepirec, qui a elle-même travaillé sur le cimetière dit des Indigents à Évreux, et qui est spécialisée dans l'écriture de la folie, qu'elle traduit par une écriture extrêmement âpre et brute. À l'époque, j'avais lu son récit poétique Le Plancher, qui reconstituait l'histoire vraie d'un fils devenu fou, resté seul dans sa demeure, et qui avait enterré sous le plancher du salon sa propre mère défunte, et qui continuait à communiquer avec elle au plus près, en quelque sorte, en gravant son monologue sur le bois du plancher, qui était juste donc au-dessus de la défunte. Ce monologue, qui doit quand même se concevoir comme un dialogue singulier avec l'absente, cette parole qui a vocation à rester gravée, avait à l'époque, m'avait aussi rappelé l'essence même de la poésie, donc le passé du fou à la poésie elle-même, rappelée par le mythe d'Orphée. Puisqu'on trouve dans ce mythe, on y reviendra, deux éléments fondamentaux: la parole poétique et chant d'absence. Elle évoque toujours celle qui n'est pas là, sinon elle n'est pas poésie. Chant d'absence donc qui traverse la mort, et aussi chant d'éternité. Voilà, donc une fois que le lien était établi entre Orphée et le fou, il restait à interroger cette troublante unité de lieu, l'asile, que le poète fréquente assidûment à partir du XIXe siècle, et pas avant. Et quand nous allons aujourd'hui évoquer surtout les poètes qui vont à l'asile volontairement, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas internés sous le coup de la folie. Nerval est un cas particulier. Lui-même ne se considérait pas comme étant fou, mais d'autres avaient un avis inverse. Mais sinon, tous les autres sont vraiment des poètes qui ont fait le choix d'aller dans l'asile. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au contact de ceux qu'on appelle les fous? Donc, il restait à savoir pourquoi, à partir du XIXe siècle et pas avant, jusqu'à aujourd'hui, le poète hante l'asile. Alors, je vous présente un peu nos poètes qu'on va aborder. Donc, le pionnier dans l'histoire, c'est Gérard de Nerval. On évoquera donc son récit testamentaire, Aurélia, son dernier grand récit. Je vous ai mis une image que l'on va pouvoir réutiliser, puisqu'il s'agit d'un portrait d'une biographie écrite par Mercourt, que Nerval, lorsqu'il la reçoit, va inscrire ici, sous son portrait, « Je suis l'autre ». Bon, Rimbaud n'est pas très loin, et il y a effectivement quelque chose à creuser sur ce dédoublement, cette aliénation qui se joue ici. Au XXe siècle, Paul Éluard, qui a écrit donc Le Monde est nul, paru dans la revue littéraire Message, et Le Cimetière des Fous, donc des poèmes qu'il écrit à l'occasion de son séjour à l'asile de Saint-Alban sur Limagnole,
Et on verra pourquoi il est parti dans cet asile. Pour le XXIe siècle, donc, Perrine Le Guirec, avec la collaboration de Samuel Buchmann, plasticien, on écrit un recueil, Les Indigents, donc un recueil sur le cimetière des indigents d'Évreux, un recueil qui n'a pas été publié. Et c'est intéressant parce que quand on passe à Patrick Dora-Valois en dessous, on va aussi avoir affaire à un texte non publié. Je trouve intéressant de montrer que la poésie peut être aussi une poésie indigente, qui n'a pas eu les honneurs de la publication, mais qui existe quand même. Donc Patrick Dora-Valois, c'est le texte de Lourd confinement, paru en 2020. Il l'écrit donc pendant le premier confinement. Et Séverine Daucourt a fait paraître son recueil Les Éperdus l'année dernière, en juin 2022. Tous ces poètes, à des degrés différents, on le verra, sont allés donc dans l'asile, et il sera intéressant de voir ce qu'ils y trouvent. Eh bien, je vous invite donc maintenant à plonger dans le vif du sujet. On va commencer par le commencement avec Nerval. Ouvrons Aurélia. Avec ces premiers mots qui nous renvoient encore une fois aux portes. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible. C'est ainsi que s'ouvre ce récit et qui se place tout de suite dans un arrière-fond extrêmement profond au niveau culturel, puisque nous sommes sous le patronage de Virgile et du récit de sa descente aux enfers, de la descente aux enfers d'Énée, pardon, au cours de laquelle l'ombre de son père, Anchise, lui révèle le sens des deux portes du sommeil, celle d'ivoire et celle de corne. Un début donc qui nous fait plonger directement dans des enfers extrêmement littéraires, dans un foisonnement de connaissances. On va aussi plonger dans un récit qui s'apparente à une autobiographie spirituelle. Nerval va se faire un nouvel Orphée qui, comme Énée, passe de l'autre côté du monde des vivants pour se plonger dans le monde fantomatique des enfers à la recherche de son Eurydice. Tout Aurélia raconte la recherche, la quête de son amour qu'il appelle Aurélia et qui en fait évoque Jenny Colomb, l'actrice qu'il a perdue 2 fois. Une première fois parce qu'il devait se marier avec elle et malheureusement son voyage en Orient a différé le mariage et lorsqu'il est rentré elle était mariée avec un autre et ensuite elle est décédée en 1842 si ma mémoire est bonne. Donc tout le récit d'Aurélia cherche à retrouver la trace de cette absente fondamentale, de cette Eurydice qui est dans le royaume des enfers. Et donc notre récit va justement, cette dimension onirique, les portes du sommeil, va nous plonger dans le rêve qui va devenir la voie royale qui permet d'accéder aux enfers modernes, tel que le conçoit Nerval. Enfer moderne qui s'apparente à un autre monde qui correspond étroitement avec la réalité. Le rêve et la vie, c'est le sous-titre d'Aurélia, correspondent en effet. Et notre rêveur éveillé, c'est ainsi que le narrateur va se présenter, traque les signes qui apparaissent dans les différentes hallucinations pour déchiffrer des correspondances qui se tissent avec le réel afin d'en révéler la vérité cachée. Donc on a un autre empan culturel qui se laisse voir ici, c'est l'influence de Swedenborg, du supernaturalisme, donc un récit qui est extrêmement pensé d'un point de vue littéraire, mais pour autant qui relève de la folie, puisque au moment où Nerval écrit son récit, il est interné dans la maison d'Émile Blanche. Il est interné pour manie aiguë, sorte de schizophrénie, qui fait qu'il confond effectivement de manière tout à fait réelle le rêve et la vie. Ce qui permet de voir, à travers cet exemple, ce qui nous permet de nous interroger sur une nouvelle modalité de la création poétique qui naît dans et par l'asile, cette alchimie périlleuse qui se tisse entre l'imaginaire et la vérité,
la réalité, l'insensé et le sensé, la folie et la poésie, pour atteindre un sens caché. Cet espace donc qui est risqué, puisque le poète risque d'y perdre sa raison, on peut se demander comment justement cet espace clos et aliénant, où le cri des fous rend inaudible le chant poétique, comment cet espace peut-il paradoxalement devenir un tremplin de la création poétique? Comment est-ce qu'on peut écrire Aurélia quand on est enfermé dans un asile? Et on l'a compris, si la folie finalement devient l'épreuve, non seulement au sens de risque, mais aussi au sens photographique, c'est-à-dire ce qui va nous donner une image en négatif de la poésie, et si le poème est l'asile d'une parole singulière, on pourra aussi se demander quelle vision du fou la poésie donne en retour. Donc c'est à ces questions qu'on va essayer de répondre ce soir, en abordant donc d'abord une première partie qui permettra de resituer finalement l'étroite association entre folie et poésie depuis l'origine en quelque sorte, pour aborder donc dans une deuxième partie la façon dont justement le poète se construit au miroir de la figure du fou, et enfin notre troisième partie permettra de mesurer à quel point l'asile devient un refuge. La parole poétique devient un asile, un refuge de celui que l'on cherche à évincer de la société, que l'on cherche à oublier. Et comment cet asile est un tremplin de libération. Voilà, donc l'enquête permettra de mettre en lumière ce qui se joue dans cette quête d'une nouvelle Eurydice, dans laquelle le poète se reconnaît, et quel chant donc la bouche d'ombre de l'asile permet de moduler. Le plan vous convient? On peut y aller? Alors bon, j'espère que je ne vais pas être trop rébarbatif dans ce qui pourrait être une sorte de rappel historique du compagnonnage intime entre folie et poésie. Voilà, donc une parenthèse historique. Cette première partie est nécessaire pour comprendre pourquoi au XIXe siècle, justement, et pas avant, le fou va devenir important en poésie et de manière plus générale dans l'art. Pourquoi pas avant? Parce que si l'on remonte donc à l'Antiquité, dès l'Antiquité se pose sur le fou et l'artiste un regard ambivalent. La folie, chez les Grecs, se dit la mania. Platon en parle dans son Phèdre pour en faire un état de possession extatique. Le poète, l'artiste en général, est celui qui est possédé par une divinité extérieure, cet élément transcendant qui le traverse et qui fait que l'artiste ne s'appartient pas. Il est victime de cette maladie de l'âme, comme le dit Platon, ce qui fait que Platon s'en méfie, évidemment. Donc pour Platon, l'artiste, le poète est un possédé, et sa parole n'est pas très claire. Son logos boite un petit peu. En revanche, pour Aristote, bon, c'est un pseudo-Aristote parce qu'on n'est pas trop sûr de l'origine du texte, dans ses Problémata, section 30, ce pseudo-Aristote se pose la question de savoir pourquoi les hommes de génie sont-ils aussi des hommes mélancoliques. Et donc, ce pseudo-Aristote va lier génie et mélancolie. La mélancolie au sens humoral du terme, selon la médecine hippocratique, qui trouve son origine, qui a une origine organique dans le corps. Ce n'est plus donc une conception transcendantale du génie, mais complètement immanente. Et ce dérèglement provoqué par la bile noire, c'est le sens de mélania collée, la mélancolie, et ce qui permet d'être génial. Alors pourquoi ça permet d'être génial? Parce que ça permet de déployer la force de l'imagination, la puissance de la fantasia, qui permet de rendre le mélancolique plus intuitif et plus apte à saisir le futur. C'est ça le génie du mélancolique, c'est sa capacité un petit peu visionnaire. C'est drôle parce qu'on retrouve finalement le prophète, celui à
à travers qui l'on parle, si ce n'est qu'ici, cette conception du génie est beaucoup plus intériorisée. Et le maniaque et l'art antique, c'est-à-dire l'art de la divination, se rejoignent. Donc vous voyez, dès l'origine, c'est intéressant à garder à l'esprit, il y a cette opposition entre conception transcendantale et conception immanente qui va de pair avec un regard plutôt négatif sur le fou, Platon, et un regard plutôt valorisé du côté du pseudo-Aristote. C'est d'ailleurs ce qu'au XVIe siècle, on va reprendre comme idée, avec notamment la gravure de Dürer, qui fait de la mélancolie justement la disposition capable de pouvoir toucher, voir l'invisible, d'atteindre la vérité. J'en reparlerai de cette gravure. Nous faisons un grand pas pour passer directement à la Renaissance et l'âge classique. Comment est considérée la folie dans son rapport à la poésie, cette mania poétique? Eh bien, elle est balayée d'un trait de main par les poètes de la Pléiade, et surtout du Bellay. Alors il y a un sonnet qui est très drôle, même s'il évoque une situation malheureusement très triste. C'est le sonnet 97, que je ne vais pas vous lire entièrement, mais dans ce sonnet 97 des regrets, du Bellay évoque justement des cas de possession, qui sont les possessions dont sont victimes des femmes dans un couvent. En Italie, atteintes d'hystérie, et nos 3 premières strophes vont décrire ces forcenés, comme ils les appellent, comme d'anciennes sibylles, comme d'anciennes prophètes traversées par le Dieu. Et la pointe du sonnet, évidemment, d'un intercé va révéler la véritable cause que l'on peut très très vite comprendre grâce à la rime entre latin et theta. C'est-à-dire que les prêtres qui se penchent sur le cas de ces malheureuses font de la langue sacrée une langue très érotique qui déclenche, qui explique ces cas d'hystérie. Donc ce sonnet est véritablement pour du Bellay une façon de se moquer, de faire la satire, non seulement de la paillardise des moines, ça c'est assez traditionnel, mais aussi surtout d'une conception transcendante de la folie, ce qui permettrait de communiquer avec la divinité, et en filigrane est attaquée ici une conception du génie, du poète, qui serait possédé par son furor. On en parle beaucoup au XVIe siècle du furor, mais en fait ça embête les poètes du XVIe siècle. C'est à l'époque que se crée le statut du poète, se crée la fonction du poète, le métier du poète. Il est attaché en grand, il faut qu'il chante ses louanges. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un poète ne parle pas en son nom? Vous voyez le problème, il faut que le poète soit maître de son art, sinon il n'y a pas beaucoup de valeur. Donc du Bellay va balayer cette conception du furor, de la mania, pour privilégier l'art, la technique du poète, qui est fondée notamment sur la fameuse innutrition. Il s'agit de pouvoir digérer tout un savoir antique et de pouvoir en faire son miel. Oui, autre élément qui est intéressant, c'est que ce sonnet est très satirique et qu'il rappelle un des sens quand même de la folie à la fin du Moyen-Âge. C'est la folie érasmienne, c'est-à-dire cette folie qui détruit, ce rire qui détruit, qui critique, pour justement faire s'effondrer des apparences et faire émerger des vérités. Dans tous les cas, donc, on a vu ce qu'il en était ici de la façon dont les poètes conçoivent cette théorie du furor, de la mania. Il faut savoir aussi qu'au XVIe siècle, le fou est déconsidéré après une période au Moyen-Âge où il était plutôt valorisé, puisque on avait l'idée que le fou était celui par qui la divinité parlait. C'était un être protégé par Dieu. Or, cette conception s'effrite au XVIe siècle et le fou va déchoir, tomber au banc de l'humanité. Et à partir du XVIIe siècle, on l'enferme. Michel Foucault, dans l'histoire de la folie et de l'âge classique,
décrit très bien ces conditions d'incarcération et la façon dont ces conditions vont créer véritablement de la folie. Nous passons ensuite à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, où la folie va être réévaluée positivement. Pourquoi ? Eh bien, ça va venir d'abord de la science. Cela vient surtout d'Angleterre avec William Tuke, T-U-K-E, qui, lui, ne parle plus d'insensé. Au niveau du vocabulaire, on évolue. On parle plus d'insensé, on ne parle plus de forcenés, c'est-à-dire ceux qui sont hors de leur sens. On parle simplement d'aliénés, qui sont dans un autre lieu, et qui peuvent être ramenés dans le vrai lieu de la nature humaine. Et William Tuke va justement mettre en place une cure en lien avec la nature, et notamment les animaux. C'est un des ancêtres, un des précurseurs de la zoothérapie d'ailleurs. Bon, donc un regard qui change sur le fou, on peut le guérir maintenant. Il n'est plus un cas désespéré en quelque sorte. En France, c'est Philippe Pinel qui, lorsqu'il est nommé directeur de Bicêtre en 1793, inaugure le premier asile où l'on va là aussi tenter de soigner la folie. Cette folie donc va devenir l'objet d'observation scientifique qui va être capable de classer les différents types de folie en différentes monomanies. Et c'est là que nous pourrons faire intervenir celle que l'on appelait la hyène de la Salpêtrière, parce que pour pouvoir observer les patients, dans les amphithéâtres de médecine, on ne peut pas emmener les fous. Ils s'agitent dans tous les sens, on ne peut pas les contenir, donc on va les peindre. Et là je vous montre juste un des tableaux de la série Les Monomanes de Théodore Géricault. Il est peint en 1820 justement sur une demande qu'on lui fait, une académie de médecine qui demande à ce qu'il puisse représenter une manie particulière. Elle, c'est la monomane de l'envie. Et on peut observer notamment le travail sur le regard, rougi, hors champ, qui cherche à capter l'objet de la convoitise. Ce regard d'ailleurs qui s'échappe, qui se libère de la camisole verte que l'on a juste en dessous. Et donc qui permet de véritablement pointer cet élément de la folie avec ce travail sur le regard. Le fou devient donc, on peut le guérir grâce à la science, et concomitamment, le fou donc va prendre une importance beaucoup plus grande dans l'art, et on va même venir à lier folie et création poétique. Et là aussi, ce sont les scientifiques qui vont le faire, puisque le docteur Louis-Francisque Lélu écrit un ouvrage qui s'intitule « Du démon de Socrate » en 1836, et il montre que le génie de Socrate est le signe et la preuve irréfragable de l'aliénation mentale de Socrate. Ceci non pas pour dévaloriser le philosophe, bien au contraire, mais pour montrer que voilà, son génie tient de l'aliénation. En 1855, le docteur Moreau de Tours, dans De l'identité de l'état de rêve et de la folie, écrit que la folie est le rêve de l'homme éveillé. Donc un état finalement proche d'une certaine forme de conscience. Et l'on se souvient d'ailleurs que Freud, plus tard en 1908, fera aussi le lien entre création littéraire et rêve éveillé. D'ailleurs, Nerval, dans son Aurélia, se dit être un rêveur éveillé, donc qui par le songe atteint un autre univers, mais qui se situe, qui est proche de la conscience finalement, qui n'est pas du tout insensé. Nerval lui-même, il a quand même un peu conscience que ça ne tourne pas rond. Lorsqu'il parle de sa démence, il utilise un doux euphémisme, il l'adoucit. Il dit simplement qu'il a une exaltation d'un esprit beaucoup trop romanesque. Il ne dit pas qu'il est atteint d'une manie aiguë, par exemple. Donc la folie s'adoucit, prend une tournure beaucoup plus positive, est en lien avec la force de création. Et certains asiles à l'époque vont même aller jusqu'à favoriser la création littéraire.
c'est justement le cas de la maison d'Émile Blanche, là où sera interné Nerval. Comment est-ce que l'on favorise la création littéraire? Eh bien, le médecin va instaurer un système de correspondance avec ses patients. Il leur demande d'écrire, de lui écrire, et surtout de lui écrire ses rêves. Freud n'est pas encore là, évidemment, mais on est déjà dans l'interprétation des rêves, ce qui permet surtout à Nerval lui-même, en couchant sur le papier ses propres rêves, de les analyser. Et Nerval va être son premier analyste, en fait. Voilà, et donc, après ce 19e siècle qui va remettre sur le devant de la scène le lien entre folie et création, arrive le 20e siècle, et je m'intéresse notamment donc, à l'évolution, là encore, dans les sciences du traitement du fou, avec la psychothérapie, par l'art, à Saint-Alban, là aussi, ce lien entre folie et art va se développer dans le cadre du traitement, par la psychothérapie. Nous sommes donc justement dans l'asile, hein, où viendra en 1943 Éluard. Cette nouvelle thérapie est la psychothérapie par l'art, inaugurée par François Dosquel et Lucien Bonafé. Elle consiste tout simplement effectivement à susciter le geste artistique des internés, à libérer leurs paroles là aussi, à libérer leur imaginaire. Nous avons à Saint-Alban un interné célèbre qui est Auguste Forestier. Alors lui, il a été interné parce que en 1914, il avait déraillé un train parce qu'il voulait simplement casser des cailloux, et ce qui était très simple, c'était de les mettre sur la voie ferrée pour que la locomotive les brise. Malheureusement, le train a mal terminé, on l'a enfermé. Et Auguste Forestier, qui est ici peint par Bulliamy, va véritablement développer des dons artistiques dans l'asile. Il est intéressant de constater dans ce portrait la figure du fou en poète. Alors pourquoi? C'est Bulliamy qui fait ce portrait. Bulliamy, c'est le gendre d'Éluard. Il a aussi fait un séjour à Saint-Alban en 1943, il en a fait avant. Et il le représente, alors c'est toujours ce regard hors champ, comme notre hyène de la Salpêtrière, comme on l'appelle, la monomate de l'envie. C'est aussi cette fameuse casquette qu'il a rendue célèbre, avec l'éléphant en écusson, et puis la couronne de laurier qui le surplombe. Alors c'est intéressant parce que l'éléphant, c'était la figure au jeu des échecs qui a précédé le fou. Le fou a pris la place de l'éléphant au jeu des échecs, aussi par une parenté phonétique. L'éléphant se disait alphile, qui faisait penser à fou. Donc cet éléphant qui symbolise le fou, couronné par la couronne de laurier apollinienne, c'est l'image effectivement d'un fou artistique, d'un fou poète qui se dégage ici symboliquement. Et Auguste Forestier, il est célèbre pour différentes créations, dont cette bête du Gévaudan. On ne sait pas trop quand il l'a faite, entre 1935 et 1949, mais c'est un des spécimens qui a donné naissance au concept d'art brut, qui s'est développé justement dans cet asile de Saint-Alban, et qui montre à quel point le fou peut devenir un artiste en quelque sorte reconnu. Bon, qu'est-ce qui rend la bête du Gévaudan artistique? Pour aller vite peut-être, c'est la façon dont elle est construite sur le principe de l'hybridation. C'est un principe qu'on va vérifier dans la poésie tout à l'heure. Hybridation qui permet de remodeler la bête légendaire locale. La bête du Gévaudan, le Gévaudan, c'est juste à côté de Saint-Alban en fait, hein, c'est la région d'Auguste Forestier. Cette bête légendaire, elle est effectivement éloignée de toute imitation du réel.